Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un géant, un véritable pilier du droit français, le droit de propriété. Ça a l'air simple, gravé dans le marbre, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est bien plus complexe et franchement passionnant dès qu'on commence à creuser un peu. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà, le point de départ, il est là. L'article 544 du Code civil, il nous donne une définition qui semble indestructible. La propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Et c'est ce mot « absolu » qui est clé. Ça sonne comme un pouvoir sans limite, total. On peut faire ce qu'on veut avec son bien, l'utiliser, le louer, le modifier, le vendre, et même, oui, le détruire. C'est la liberté ultime en quelque sorte. Mais alors la question se pose tout de suite, est-ce que ce droit est vraiment sans aucune limite? Parce que, imaginez une seconde, si tout le monde utilisait son droit de propriété de façon absolue, sans se préoccuper du voisin, ce serait vite l'anarchie, non? La vie en société serait impossible. C'est pour ça que le droit a dû, poser quelques barrières. Et oui, la première barrière, la plus évidente, elle est juste là, de l'autre côté du jardin, le voisinage. C'est vraiment là que ce pouvoir soi-disant absolu va rencontrer sa première et peut-être sa plus grande limite, le droit de l'autre, du voisin, à la tranquillité. Alors, pour mettre de l'ordre dans tout ça, les juges ont développé un concept, une théorie qu'ils ont construite décision après décision, celle du trouble anormal du voisinage. L'idée de base est assez simple au fond. Quand on vit en société, il faut accepter certains inconvénients. Vous savez, le chien du voisin qui aboie un peu, le barbecue du dimanche, la tondeuse le week-end, ça fait partie du jeu. Mais, et c'est là que tout se joue, quand cette gêne devient anormale, quand elle dépasse les bornes, là, la justice peut intervenir. Mais attention, il ne suffit pas de dire « mon voisin m'énerve » pour gagner en justice. Ce serait trop simple. Le droit est bien plus précis. Pour que ça marche, il faut remplir 4 conditions bien définies, une sorte de checklist. Il faut prouver qu'il y a un vrai dommage, que le trouble est anormal, qu'il y a un lien de cause à effet, et bien sûr qu'on est bien voisin. Bon, tout ça c'est un peu théorique, non? Alors pour que ce soit bien clair, le mieux c'est de prendre un cas concret. Et justement, on va se pencher sur l'histoire d'Hélène et de son voisin Damien. Vous allez voir, leur conflit c'est un cas d'école parfait pour comprendre comment tout ça fonctionne dans la vraie vie. Ok, plantons le décor. On est dans la baie de Somme, un endroit magnifique, protégé. C'est là qu'Hélène a son business, une maison d'hôtes qui cartonne. Les gens viennent chez elle pourquoi? Pour le calme, pour la vue imprenable sur la nature. La promesse, c'est vraiment ça, un petit coin de paradis. Bref, tout va bien. Et puis, un nouveau voisin s'installe, Damien. Il reprend la ferme juste à côté, et là, les choses commencent à changer. Radicalement. Première étape, il fait abattre les arbres qui faisaient un bel écran végétal. Deuxième étape, il commence à entreposer du matériel près de la limite du terrain d'Hélène. Au début, on se dit que c'est temporaire. Mais non, jour après jour, ça s'accumule et ça se transforme en une véritable décharge à ciel ouvert. Et là, on touche au cœur du problème. La belle promesse d'Hélène, envolée. Imaginez ces clients qui ouvrent leurs fenêtres le matin. Au lieu de la nature, ils ont vu sur quoi? Des tôles, un vieux tracteur qui rouille, des cuves de pesticides, des flaques d'eau douteuse. L'atout numéro 1 de son gîte, ce qui faisait venir les gens, vient de disparaître sous leurs yeux. Voilà, c'est le genre de commentaire client qui fait mal. On vient à la campagne profiter de la nature, pas d'une décharge. C'est direct, c'est brutal. Et surtout, juridiquement, ce n'est pas juste un avis négatif, c'est une preuve en or. Ça montre noir sur blanc l'impact de la décharge sur son activité. Forcément, les réservations, elles plongent. Alors, que peut faire Hélène? C'est là qu'on ressort notre checklist, notre fameuse grille d'analyse en 4 points. On va maintenant faire passer le cas d'Hélène dans cette moulinette juridique pour voir si elle a des chances de s'en sortir. Ce processus, c'est un peu la feuille de route que suivrait un juge. L'idée, c'est de vérifier chaque étape l'une après l'autre. Si on arrive à cocher toutes les cases, alors bingo, la responsabilité de Damien pourra être engagée. Alors allons-y, suivons les étapes. Étape 1. Y a-t-il un dommage? C'est la base de tout. Est-ce que Hélène subit un vrai préjudice, quelque chose de concret qu'on peut prouver, qu'on peut même chiffrer? Parce que, soyons clairs, être simplement contrarié, ça ne suffit pas pour un juge. Il faut des faits, du solide. Et dans le cas d'Hélène, la réponse est un grand oui. Le dommage, il est évident. On a d'abord une atteinte à sa réputation, avec tous ces avis négatifs qui s'accumulent, et surtout il y a un préjudice économique flagrant, la fréquentation de ces gîtes qui chute et donc une perte financière bien réelle. On a les chiffres, on a les avis clients, c'est du concret. Donc, première étape, validée. On passe à la suite. Deuxième étape, et là on entre dans le vif du sujet, c'est le point le plus délicat. Est-ce que le trouble est anormal? C'est ça la vraie question. Après tout, Damien est agriculteur, il a le droit de stocker son matériel chez lui. Mais est-ce que ce qu'il fait, est-ce que ça dépasse ce qu'on peut raisonnablement attendre et supporter de la part d'un voisin? Pour répondre, les juges regardent 2 choses principales.
D'abord, la gravité du trouble. Ici, on ne parle pas de 3 outils qui traînent, on parle d'une véritable décharge avec potentiellement de la pollution, le tout dans un site naturel protégé. C'est objectivement grave. Ensuite, la persistance. Est-ce que ça dure? Oui. Ce n'est pas temporaire, ça s'installe et ça s'empire même avec le temps. Donc, gravité, persistance, les 2 critères sont remplis. Le trouble est bien anormal. Deuxième étape, validée. Ok, étapes 3 et 4. Le lien de causalité et le rapport de voisinage. En général, c'est plus simple, mais il faut quand même les vérifier. La question est double, est-ce que c'est bien la décharge de Damien qui cause les problèmes d'Hélène? Et est-ce qu'ils sont bien voisins? Là, pas besoin d'être un grand détective. Le lien de causalité, il est direct. Les problèmes financiers d'Hélène ont commencé pile au moment où la décharge est apparue. Les avis des clients le confirment. Et le rapport de voisinage, leur terrain se touche. C'est donc une évidence. Résultat, toutes les conditions sont remplies. Bon, maintenant qu'on a analysé tout ça, quelle est la grande leçon à en tirer? Qu'est-ce que cette histoire nous apprend, au fond? Eh bien, ce conflit entre Hélène et Damien nous montre que la notion de propriété est bien plus subtile qu'on ne le pense. Ici, on voit parfaitement la tension. D'un côté, on a le droit de Damien, qui se base sur le fameux article 544 et son mot magique absolu. De l'autre, il y a le droit d'Hélène, celui de pouvoir profiter tranquillement de sa propriété. Un droit qui, lui, n'est pas écrit noir sur blanc dans un article de loi, mais qui a été créé par la jurisprudence, par les juges, pour que la vie ensemble soit possible. Et c'est ça le point essentiel à retenir. La justice est venue dire « stop ». Le caractère absolu de la propriété, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi et de pourrir la vie de ses voisins. La jurisprudence a donc mis une limite à l'absolutisme de la loi pour garantir que les relations de voisinage restent tout simplement vivables. Ce qui nous amène à ce principe, cette règle d'or. Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. C'est marrant parce que cette phrase, vous ne la trouverez pas telle qu'elle dans le Code civil. Pourtant, elle est devenue la pierre angulaire de tout ce droit. C'est la reconnaissance que notre liberté s'arrête là où celle des autres commence, ou plutôt là où elle commence à être sérieusement dérangée. Au final, on en revient à cette question. Mon droit s'arrête-t-il là où le confort de mon voisin commence? La réponse du droit, elle est pleine de nuances. Non, mon droit ne s'arrête pas au moindre petit désagrément. On doit tolérer certaines choses. Mais il s'arrête net et sans discussion là où commence un préjudice anormal pour l'autre. C'est tout l'équilibre fragile et essentiel du vivre ensemble, capturé par le droit.